Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on jase de science. Le sujet d'aujourd'hui, l'alimentation et l'agriculture bio, ou si vous préférez, écologie et marketing. L'alimentation et l'agriculture bio, pour moi, c'est un sujet qui est assez difficile à traiter. Parce que dans le bio, il y a de très bonnes idées, mais aussi quelques mauvaises idées, et même un peu de pseudosciences. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les faits de manière critique, et ce sera à vous de vous faire votre propre opinion. Une des raisons principales qui pousse les gens à se tourner vers le bio, c'est une aversion pour les pesticides. Les pesticides, c'est une famille de produits chimiques qui servent à contrôler les mauvaises herbes et les insectes. Les pesticides peuvent avoir des effets néfastes sur la santé. D'abord, celle des agriculteurs qui les utilisent, mais également sur celle des consommateurs qui en ingèrent de faibles résidus. Bien entendu, les pesticides peuvent aussi avoir des effets néfastes et parfois complexes sur les écosystèmes qui entourent les cultures. Alors, un mythe très répandu sur l'agriculture bio serait que celle-ci n'emploie aucun pesticide. Eh bien, ça, c'est tout simplement faux. Cependant, plusieurs études ont montré que la quantité de pesticides employés et les résidus que l'on retrouve ensuite sur les aliments bio sont bien inférieurs à ceux que l'on retrouve dans les aliments cultivés de manière dite conventionnelle. Ça, c'est un point pour l'alimentation bio. Cependant, mentionnons que les résidus que l'on retrouve tant sur les aliments bio, parce qu'il y en a bel et bien, que ceux qu'on retrouve sur les aliments conventionnels sont bien en dessous des seuils de toxicité tels que définis par les agences gouvernementales. Afin de diminuer l'utilisation de pesticides, les agriculteurs bio ont recours à toutes sortes de stratégies innovantes, et ça, c'est un autre bon point pour l'agriculture bio. Ces stratégies peuvent prendre plusieurs formes, comme une plus importante et plus fréquente rotation des cultures, l'emploi de cultures pièges qui vont venir attirer les insectes néfastes loin de la culture d'intérêt, ou encore un recours à des prédateurs naturels, que ce soit d'autres insectes ou même des oiseaux et des chauves-souris. L'idée ici, c'est que l'utilisation de pesticides devrait se faire en dernier recours et jamais de manière préventive. Et ça, c'est une très bonne idée, une très bonne façon de travailler. Mais comme je le disais précédemment, la réglementation dit bel et bien que les agriculteurs bio ont le droit de recourir à des pesticides, tant que celles-ci sont de type naturel et non synthétique. Et c'est là qu'on frappe notre premier problème et que l'on flirte même avec la pseudoscience. On fait ici une division des pesticides disponibles en deux catégories. Ceux qui sont dits naturels, ce qui bien sûr sous-entend qu'ils sont bons, et ceux qui sont synthétiques, ce qui veut dire mauvais, toxiques, cancérogènes, alouettes. C'est une très belle idée, c'est très romantique, c'est très marketing. Mais malheureusement, c'est pas toujours la vérité. C'est pas parce qu'un composé chimique se retrouve dans les racines d'une plante tropicale que c'est sain et naturel d'en étendre des gallons et des gallons sur un champ de fraises. La molécule dont je parle ici, c'est la roténone, qui est heureusement interdite en France depuis seulement quelques années, mais toujours disponible au Canada et aux États-Unis. La roténone, c'est l'insecticide bio le plus employé et le plus efficace dans plusieurs cultures en Amérique du Nord. Le problème, c'est que la roténone est liée avec toutes sortes de troubles neurologiques, dont le Parkinson, et qu'il est extrêmement toxique pour les poissons. C'est d'ailleurs utilisé dans les piscicultures pour se débarrasser d'espèces envahissantes. Et on peut donc deviner l'impact que ça a sur les écosystèmes autour des champs cultivés. La roténone, malheureusement, c'est pas le seul exemple. En fait, il faut vraiment y aller au cas par cas. Il y a plusieurs fois où l'alternative naturelle est plus toxique ou écotoxique que son pendant synthétique. Et vice-versa, bien sûr. C'est le cas, entre autres, du sulfate de cuivre, qui est le fongicide le plus utilisé en agriculture bio, spécialement pour la pomme de terre et les arbres fruitiers. Le problème, c'est que le sulfate de cuivre, c'est hautement écotoxique et comme c'est moins efficace que le pendant synthétique, eh bien, il faut en utiliser souvent de grandes quantités. Le sulfate de cuivre, c'est soluble dans l'eau et ça a donc tendance à se répandre dans l'environnement et comme c'est un métal lourd, ça va s'accumuler dans la chaîne alimentaire, ce qui peut avoir des effets néfastes à long terme. Réduire la liste des pesticides qu'on emploie en agriculture, c'est une excellente idée. Mais de le faire sur les bases d'une distinction entre le naturel et le synthétique, ça c'est juste une mauvaise idée basée sur la pseudoscience. J'aurais plutôt préféré une agriculture bio qui choisit ses pesticides de manière à éliminer tout ce qui est neurotoxique ou cancérigène, tout ce qui a un cycle de biodégradation trop long ou des effets néfastes sur l'environnement. J'aurais aimé qu'on élimine tout ce qui est suspecté d'être un perturbateur endocrinien, peu importe que ça se trouve ou pas dans la racine d'une plante tropicale quelque part dans le sud-est asiatique. Les agriculteurs bio ont recours à toutes sortes de stratégies innovantes afin de diminuer le recours aux pesticides et aux engrais. Et ça a un effet positif, comme le montrent plusieurs études, sur la biodiversité à l'intérieur des champs et sur la contamination des cours d'eau avoisinants.
Cependant, ces stratégies ont un coût. Il faut savoir que les agriculteurs conventionnels n'utilisent pas les engrais et les pesticides pour le plaisir. Le consensus dans la littérature scientifique semble être que l'agriculture bio est de 16 à 33% moins productive que l'agriculture conventionnelle. Je ne parle pas ici d'argent, je parle de quantité de nourriture qu'on peut produire par unité d'espace. Concrètement, ça veut dire qu'on cultive à peu près autant de fruits dans 5 champs de fraises bio que ce qu'on aurait eu dans 4 champs conventionnels. Cette augmentation de la surface agricole mène souvent à une perte de milieux sauvages, spécialement dans des pays comme le Brésil, où la déforestation est un problème écologique majeur. Plusieurs études semblent aussi montrer que l'agriculture bio serait beaucoup plus sensible au changement climatique que l'agriculture conventionnelle. Globalement, la balance penche quand même du côté de l'agriculture bio, d'un point de vue écologique. Cependant, la vérité est beaucoup moins noire et blanche que ce qui est véhiculé dans l'opinion publique. Après l'agriculture bio, il y a bien sûr l'alimentation bio. Alors la grande question, est-ce que les aliments bio sont meilleurs pour la santé? Eh bien, plusieurs études semblent montrer que les aliments bio ont une légèrement plus haute teneur en nutriments et en vitamines que leurs équivalents conventionnels. Cependant, il n'y a aucune étude qui montre clairement qu'il y aurait un effet bénéfique pour la santé. Et le consensus actuel semble être que les deux alimentations, bio et conventionnelle, sont à toute fin pratique équivalentes. Ça vaut quand même la peine de mentionner que les aliments bio sont beaucoup plus susceptibles d'être contaminés de manière bactériologique, c'est-à-dire avec des choses comme E. coli et la listériose qui peuvent causer des problèmes, spécialement pour les jeunes enfants et les femmes enceintes. Mais d'un autre côté, on retrouve aussi beaucoup moins de perturbateurs endocriniens sur les fruits et légumes bio que sur leurs pendants conventionnels. Et les effets à long terme des perturbateurs endocriniens sont encore méconnus. Je parle pas souvent d'économie dans mes vidéos, mais je dois faire une exception ici puisque c'est une composante importante de l'alimentation et de l'agriculture bio. Comme vous le savez, les aliments bio sont généralement plus dispendieux que leurs pendants conventionnels. Eh bien, cette prime bio, jumelée au fait que l'agriculture bio utilise moins d'intrants comme des engrais et des pesticides, fait que malgré une plus faible productivité, la marge de profit est généralement supérieure pour les agriculteurs bio que pour l'agriculture conventionnelle. Ça, c'est bien parce que ça permet aux petits cultivateurs de prospérer. L'alimentation bio s'inscrit dans une démarche de revalorisation des marchés locaux et des petits producteurs de proximité. Cependant, les grandes corporations ne sont pas aveugles et elles sont également attirées par les marges de profit que promettent l'agriculture bio. Ça fait qu'il y a des méga multinationales comme White Wave Food qui a été récemment acheté pour 12,5 milliards de dollars par le géant français Danone. Eh bien, ce genre de méga corporations produisent maintenant la majorité des aliments bio que l'on retrouve en épicerie. De plus en plus, l'agriculture bio passe en mode industriel avec ses pratiques de monoculture et un puissant lobby qui tend à assouplir les réglementations bio. Il faut faire très attention parce que l'appellation bio, ça ne veut pas dire local, ça ne veut pas dire polyculture et ça ne veut pas dire équitable. L'alimentation bio, ça part d'une bonne intention. Une agriculture moins impactante sur l'environnement et une alimentation meilleure pour la santé. Ça ramène plusieurs idées qui ont été négligées dans l'agriculture moderne et qui, quoique un peu moins productives, moins efficaces, sont suffisamment bonnes pour fonctionner si les consommateurs sont prêts à débourser un tout petit peu plus pour leurs aliments. Malheureusement, il y a plusieurs décisions qui sont plus marketing que scientifiques qui ont été prises et ça empêche l'agriculture bio de vraiment atteindre ses objectifs. Personnellement, je suis partisan d'une agriculture raisonnée qui incorpore plusieurs des bonnes idées du bio, mais qui laisse de côté certaines idées pseudo-scientifiques qui viennent avec. Réduisons la quantité de pesticides qu'on emploie sur nos champs, mais choisissons ceux qui seront utilisés, inévitablement, en dernier recours, non pas sur leur caractère naturel, mais plutôt dans une optique de minimisation de l'impact sur l'environnement et sur la santé. Réduisons également notre recours à la monoculture et augmentons par le fait même la biodiversité dans nos champs et cultures. Mais ça inclut aussi certains OGM. Pas les OGM qui ont été conçus de manière à pouvoir utiliser sans mesure certains pesticides développés par certaines compagnies, mais plutôt d'autres OGM conçus par des universités et des ONG qui ont soit une meilleure valeur nutritive ou une meilleure résistance au climat, aux maladies et aux parasites. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire, aimer la vidéo ou encore mieux la partager sur les réseaux sociaux. D'ici la prochaine fois, gardez l'esprit ouvert, mais restez sceptiques. On se revoit quelque part sur Internet. Salut!